Bonjour, chers amateurs de neuro. Je me présente, je m'appelle Sarah Boubekri et je serai votre animatrice désignée pour ce podcast. Je suis actuellement étudiante à l'année préparatoire au doctorat en médecine de l'Université de Montréal et je suis aussi un membre exécutif du groupe d'intérêt en neurologie et neurochirurgie de l'université, soit le GINUM. Aujourd'hui, le GINUM a le plaisir d'accueillir Dr Simon Ducharme, neuropsychiatre et chercheur. Dr Ducharme est neuropsychiatre et chercheur clinicien FRQS à l'Institut en santé mentale Douglas et à l'Institut neurologique de Montréal. Il est spécialisé dans l'interface entre les troubles psychiatriques primaires et la démence. Son programme de recherche utilise des techniques avancées d'imagerie cérébrale pour développer des biomarqueurs diagnostiques pour la démence frontotemporale, qu'on appellera DFT. Sa recherche est financée par FRQS et les IRSC, le Western Brain Institute, le JPND, MedTech et Prompt AI. Dr Ducharme est en charge de plusieurs essais cliniques innovateurs sur la maladie d'Alzheimer et de la DFT. Il est d'ailleurs l'auteur de plus de 90 articles scientifiques et 7 chapitres de livres. Dr Ducharme est le directeur de division de gérontopsychiatrie et neuropsychiatrie de McGill. Dr Ducharme, merci d'avoir accepté l'invitation du GINUM et d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, plaisir de vous rencontrer. Et enchanté de vous rencontrer de même. Donc, j'aimerais commencer l'entrevue en posant cette question. Suite à votre formation en psychiatrie, qu'est-ce qui vous a poussé à vous surspécialiser en neuropsychiatrie comportementale? D'accord. Je vais remonter peut-être un peu avant. J'ai fait ma médecine à l'Université de Montréal, donc comme la majorité des gens qui vont probablement écouter cette entrevue. J'avais un intérêt au début de mes études pour la psychiatrie. Mon père était psychiatre, donc c'était quelque chose avec lequel j'étais familier. Puis une fois en médecine, j'ai découvert tous les volets de médecine interne. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. La neurologie, j'y ai pensé un peu sur le tard, mais tout ça pour dire que lorsque je suis entré en spécialité, j'ai fini par choisir la psychiatrie, mais j'avais toujours un intérêt pour le volet médical, le volet de neurologie. J'essaie de réconcilier ces différents intérêts-là. Donc, il y a beaucoup de points en commun, bien sûr, entre la psychiatrie et la neurologie, mais il fallait faire un choix de spécialité. Moi, dans tout ça, j'étais très intéressé par le volet neurosciences, comprendre le cerveau, comprendre les mécanismes. Et c'est un peu ça qui m'a amené vers le volet plus de la psychiatrie. J'étais intéressé par la neuroscience, du comportement, des émotions. Mais au niveau concret, en pratique, j'aimais bien aussi la pratique de la neurologie. Donc, j'ai tenté de marier les deux. Puis, j'ai découvert qu'il existait cette sous-spécialité-là qu'on appelle neurologie comportementale et neuropsychiatrie, qui est une formation de type fellowship qu'on fait après la résidence, qui a une certification aux États-Unis, puis qui permet de venir développer son expertise dans toute l'interface entre la neurologie et la psychiatrie. C'est très intéressant. Maintenant, nous serions intéressés d'en savoir davantage sur vos responsabilités quotidiennes en tant que clinicien et en tant que chercheur. Donc, comment jonglez-vous avec ces deux titres? C'est quoi le bread and butter dans votre clinique? Et peut-être pourriez-vous nous partager un petit peu un résumé démographique de votre clientèle avec des paramètres tels que l'âge, les conditions médicales, l'ethnicité, etc. Oui. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle un clinicien-chercheur, 50-50. Donc, avec les fonds de recherche du Québec en santé, il y a des bourses salariales pour les médecins qui font de la recherche. Et il y a un de ces volets-là qui est celui où on fait au moins la moitié du temps en recherche et environ la moitié du temps en clinique. C'est un petit peu moins de clinique, un peu plus de recherche, mais donc c'est un volet où on fait quand même une composante significative et de recherche et de clinique. Donc, ça demande beaucoup d'organisation pour jongler les deux parce qu'il faut la carrière de recherche, c'est difficile à faire à temps partiel, donc il faut quand même s'y investir beaucoup si on veut avoir ses propres fonds, ses propres étudiants, son propre laboratoire. Mais la clinique, c'est aussi demandant. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail d'équilibre, surtout en début de carrière, quand on essaie d'installer tout ça. J'ai commencé initialement dans une pratique de neuropsychiatrie qui avait deux volets. Donc, il y avait le volet des troubles, on va dire, troubles cognitifs, donc plus communément appelés les démences, avec une spécialisation vers les démences plus atypiques ou précoces. Donc, les gens qui développent des troubles cognitifs à 40, 50 ans, 60 ans, avec surtout des volets comportementaux. Donc, la démence frontotemporale, c'est une maladie dégénérative du cerveau qui affecte principalement les parties antérieures et donc qui va se présenter avec des changements
de comportement, de personnalité, des choses comme des diminutions d'empathie. Donc, vraiment quelque chose qui touche beaucoup aussi au volet psychiatrique. Donc, j'ai toujours eu une clinique spécialisée dans cet aspect-là. L'autre côté de la neuropsychiatrie, c'est tout ce qui est la psychiatrie de consultation pour le volet neurologique. Donc, pendant quelques années, j'étais le consultant principal de psychiatrie pour la clinique d'épilepsie, les volets hospitaliers, les volets externes, des consultations de psychiatrie aux étages à l'Institut neurologique de Montréal. Ce sont des hospitalisations neurologiques, neuropsychiatriques, donc tout ce qui est l'interface entre la psychiatrie et la neurologie. Justement, à cause du rôle de chercheur qui prenait beaucoup de place, j'ai dû laisser aller ce volet-là pour me concentrer vraiment sur la clinique des troubles cognitifs. Donc, en ce moment, ma pratique clinique, c'est une clinique externe, une clinique de mémoire, une clinique de troubles cognitifs, donc genre avec démence frontotemporale, maladie d'Alzheimer, démence mixte, démence Prader-Willi, avec une emphase vers les gens un petit peu plus jeunes, un peu plus atypiques, où parfois il y a des facteurs génétiques qui sont en jeu. Beaucoup de cas aussi où on m'envoie des patients pour clarifier est-ce qu'un ensemble de symptômes est dû à un début de maladie dégénérative, comme une démence frontotemporale, ou un trouble psychiatrique primaire, un trouble bipolaire un peu inhabituel, ou un trouble dépressif, l'impact des médications. Donc, démêler aussi le psychiatrique du neurodégénératif. Donc, ça va, je dirais, de peut-être les patients les plus jeunes, 35-40 ans, jusqu'à des gens très âgés. Je travaille beaucoup avec les familles, parce qu'on est en maladie dégénérative, donc les gens ont des déficits cognitifs. C'est un travail qui est multidisciplinaire. À la clinique, on a des infirmières pivots, neuropsychologues, on interagit beaucoup avec le CLSC au niveau des services sociaux, tous les aspects de capacité d'hébergement résidentiel. La dernière chose, c'est qu'à la base, j'ai une spécialisation de psychiatrie, donc je fais quand même quelques gardes de psychiatrie générale à l'urgence du Douglas, parfois le jour, les soirs, la fin de semaine. Je m'excuse, on voit qu'il y a des travaux un petit peu là, à l'extérieur de mon bureau. Je ne sais pas si vous C'est correct, l'entendez. on entend Ouais. à peine. OK. D'ailleurs, justement, vous venez de nous parler de ce que vous faites. Ben, vous êtes une figure importante dans l'effort scientifique de compréhension et de traitement de la démence, et en particulier la démence frontotemporale et la maladie d'Alzheimer. Vous êtes d'ailleurs le chercheur principal à Montréal de la Genetic Frontotemporal Dementia Initiative et un membre de l'équipe de recherche sur la démence frontotemporale du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement. Et, je voulais vous demander quelles avancées récentes que vos équipes ont faites vous laissent optimiste par rapport au traitement de ces pathologies. Oui. Donc, dans les avancées récentes, là, qui ne sont pas nécessairement mon laboratoire, mais donner un peu le contexte, en démence frontotemporale, il y a eu une évolution au niveau de notre compréhension génétique de la maladie. Donc, on a un 20-30 % des gens qui ont des mutations génétiques à l'origine de leur maladie. Ça, c'est quelque chose de la dernière mutation a été découverte en 2012. Donc là, ça fait une dizaine d'années, mais c'est quand même relativement récent là, à l'échelle de la médecine. Une des contributions que j'ai fait avec beaucoup de collaborateurs, c'est de présenter des nouvelles lignes directrices au niveau de l'évaluation clinique de ces patients-là. Quels tests devrions-nous faire? Et entre autres, ces mutations génétiques-là, on a découvert avec le temps qu'elles peuvent avoir des présentations d'allure, principalement, là, je veux dire, psychiatrique, entre guillemets. Je ne fais pas beaucoup de distinction personnellement entre le psychiatrique et le neurologique, là, mais pour qu'on se comprenne. Donc, par exemple, des gens qui se présentent avec des troubles psychotiques, donc des délires, des hallucinations, et qui, on découvre quelques années plus tard que c'était la manifestation initiale de leur maladie dégénérative de type démence frontotemporale. Et on sait que c'est chez ces gens-là, il y a une proportion significative de gens qui ont des mutations là, de celle sur laquelle j'écris, c'est l'expansion du chromosome 9, C9 ou RF72, qui cause la DFT, qui a souvent des présentations d'allure psychotique bipolaire. Donc, on a créé des lignes directrices pour augmenter la reconnaissance de cette pathologie-là chez les psychiatres, entre autres, parce qu'on peut trouver de ces patients-là avant même qu'on soupçonne qu'ils aient une maladie dégénérative. Dans les autres avancées, au niveau des biomarqueurs, on est beaucoup plus avancé en maladie d'Alzheimer qu'en démence frontotemporale. Ce qui s'en vient, sur lequel on travaille, c'est un marqueur, par exemple, qui s'appelle la NFL, les chaînes légères de neurofilaments, un produit de dégradation neuronale. Et on commence à voir que c'est un bon marqueur pour différencier justement le psychiatrique idiopathique du dégénératif. Donc, un test qui, lorsqu'il est élevé, suggère une maladie dégénérative. Lorsqu'il ne l'est pas, suggère plutôt qu'on est dans un trouble idiopathique psychiatrique. Donc, on travaille là-dessus. On a fait des études au niveau des traceurs de PET scan pour essayer d'aller voir la pathologie au niveau intracérébral. C'est mieux utiliser la résonance magnétique pour utiliser, par exemple, des choses comme l'apprentissage machine pour mieux diagnostiquer. Donc, il y a une amélioration au niveau de la qualité diagnostique qui est en train de se produire. Et
c'est une maladie dont on parlait très peu il y a, je me souviens même moi en médecine, c'était quelque chose dont on parlait assez peu. Mais maintenant, on commence à avoir des outils, une plus de reconnaissance, des tests neuropsychologiques un peu plus appropriés. Euh, Pourquoi est-ce qu'on veut reconnaître cette maladie-là? Bon, ben, il y a des variables d'impératifs diagnostiques. Les gens ont le droit de savoir leur pronostic. Les aspects génétiques, il y a des implications pour les enfants. Et au niveau de l'espoir, ben, il y a quand même plusieurs médicaments qui sont en développement qui bloquent l'effet toxique de ces mutations-là. Donc, des médicaments en phase 1, certains en phase 2, donc d'études de recherche clinique. Donc, nous, entre autres, on contribue à certaines études sur ces médicaments-là. Donc, on recrute des patients qui ont la mutation pour aller faire l'essai de ces médicaments expérimentaux. Et donc, ça se peut qu'on ait quelque chose qui transforme là, vraiment la prise en charge de ces patients-là et qui augmente encore plus le besoin de bien diagnostiquer et de reconnaître les mutations, entre autres. Et puis, j'imagine que l'étude du système nerveux et des pathologies qui lui sont associées, ben, ça a beaucoup changé depuis quelques années. Puis, dans vos recherches, vous utilisez des techniques avancées d'imagerie cérébrale structurale pour étudier les changements longitudinaux dans le développement du cerveau. Puis, de plus, vous êtes fondateur et médecin-chef de AFX Médical qui promeut l'intelligence artificielle en imagerie médicale. Et comment décririez-vous l'impact des nouvelles technologies dans votre domaine de spécialisation et quel est leur avenir? Oui. Donc, vous avez touché à différents aspects là, de ma formation, de ma carrière. Donc, le volet qui était celui du développement, c'est le projet dans lequel j'ai commencé en recherche. Donc, quand j'ai commencé en recherche à la maîtrise que j'ai fait en parallèle à ma résidence à McGill, et j'avais étudié à ce moment-là les marqueurs, on va dire, structurels d'imagerie. Donc, j'utilisais quelque chose qu'on appelle l'épaisseur corticale, donc qui est un logiciel d'analyse qui va assez finement mesurer l'épaisseur de la matière grise sur le cortex du cerveau à partir d'une résonance magnétique. Et donc, on commençait, là, c'était relativement nouveau comme outil. Donc, moi, dans mes travaux de recherche, initialement, j'ai caractérisé l'évolution de ce marqueur-là chez les enfants en santé et pour voir quelle était la relation entre le développement anatomique du cerveau et certains traits comportementaux. Donc, entre autres, j'ai travaillé au niveau des problèmes d'attention, où on a montré avec cette méthode-là qu'il n'y avait pas une différence, si on veut, catégorique entre le trouble de déficit d'attention et les enfants en santé, que c'est vraiment une variable continue en fonction de la force ou de la faiblesse des capacités de l'attention. Avec ce genre de mesures-là, ce sont des mesures qui ont été surtout informatives au niveau de comprendre le développement normal, l'impact sur les pathologies, mais qui ne se sont pas transformées véritablement en outils diagnostiques. Donc, je pensais, si je retourne maintenant une dizaine d'années en arrière, qu'il y aurait plus d'impact de ce type de mesures-là automatiques au niveau de la clinique. C'est plus ou moins arrivé. En imagerie cérébrale, ce qui a été le plus transformateur dans les dernières années, ce sont certains marqueurs qu'on va dire moléculaires au niveau de la tomographie par émission de positrons. Donc, un scan de médecine nucléaire dans lequel on injecte un traceur qui va se lier à quelque chose dans le cerveau selon la nature du traceur, qui est radioactif, donc on peut le capter avec une caméra. Donc, ce qui a eu beaucoup d'impact en clinique, c'est l'arrivée des traceurs amyloïdes. Traceur amyloïde, donc c'est un TEP scan dont le ligand va se lier à l'amyloïde, l'amyloïde étant la protéine anormale par excellence en maladie d'Alzheimer. Et donc, on peut voir chez quelqu'un qui est en vie, est-ce qu'il y a des signes pathologiques de maladie d'Alzheimer au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en clinique. Et maintenant, on a aussi, il arrive aussi des marqueurs au niveau du tau, qui est une autre des protéines anormales. Donc, on commence à avoir des traceurs à la TEP qui nous permettent de vraiment caractériser la pathologie intracérébrale. Moi, personnellement, j'ai fait une étude avec un de ces marqueurs-là de taux au niveau de la démence frontotemporale génétique. Un des problèmes qu'on a avec cette maladie-là, la démence frontotemporale, c'est qu'il y a plusieurs pathologies différentes qui peuvent causer le même syndrome. Donc, on a les mêmes symptômes, mais un patient va avoir du tau, un autre patient va avoir ce qu'on appelle du TDP-43 ou d'autres choses plus rares. Et donc, étant donné qu'on ne peut pas savoir, une personne vivante, là, avant le décès, l'autopsie, tout ça, laquelle de ces molécules-là elle a, ça complexifie beaucoup le développement des traitements. Parce que si on pense à un médicament là, qui pourrait ralentir la maladie, le médicament il va s'attaquer au tau, il va s'attaquer au TDP-43, il ne va pas s'attaquer à la démence frontotemporale. Donc, on a besoin d'outils pour identifier ces sous-types-là. Donc, nous, on a fait une étude qui a eu des effets, disons, modestes, là, mais qui a montré quand même un certain lien au niveau du type de taux qu'on retrouve en démence frontotemporale. L'idée de l'accompagner, vous avez parlé de AFX Médical, donc c'est un projet en parallèle que j'ai lancé avec des amis là, qui étaient dans le domaine, justement parce que je voyais une certaine difficulté de traduire les découvertes scientifiques en outils cliniques. Donc, beaucoup de publications scientifiques avec des outils d'IRM, tout ça.
Et donc, je voyais qu'il y avait un problème au niveau de la commercialisation. Donc, j'ai lancé une start-up en parallèle qui est allée chercher un certain financement. C'est très difficile de commercialiser des produits. Donc, ce n'est pas pour rien aussi que ce type de recherche-là, ça prend du temps avant de mener à des produits. Et donc, le projet a évolué avec le temps. Puis maintenant, on travaille en fait surtout au niveau de l'oncologie cérébrale, la détection de métastases cérébrales, le suivi. Donc, c'est un projet qui est encore en développement, mais qui vient chercher, si on veut, l'autre angle au niveau de la recherche, qui est celui de la traduction des trouvailles en application clinique. Pour aller dans un autre volet, vous vous êtes impliqué dans la mission de promotion de la santé mentale du Centre universitaire de santé McGill. Et je voulais vous poser une question importante qui préoccupe de plus en plus d'étudiants en médecine, surtout suite à la médiatisation de la détresse psychologique auprès des jeunes médecins. On se demandait, est-ce que la médecine est malade? Est-ce que c'est rendu banal qu'un médecin requiert de l'aide psychologique à cause de son travail? Est-ce que les législations qui entourent la pratique de la médecine et l'organisation bureaucratique du système de santé nuisent au bien-être des médecins? Donc, plusieurs niveaux à la question. Je ne dirais pas que la médecine est malade. Je trouve que c'est trop global comme affirmation. Il faut savoir de la détresse chez les médecins, il y en a toujours eu. Comme il y en a partout dans la société, il y a de la détresse chez les avocats, chez les ingénieurs. Ce n'est pas particulier à la médecine. Donc, dans la nature de notre métier, il y a une saveur particulière parce qu'on est dans la relation d'aide, mais c'est quelque chose qui existe partout. C'est juste des problèmes qui sont très communs. Au niveau des étudiants en médecine, c'est sûr que c'est un parcours qui est anxiogène. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a l'anxiété de performance, il y a un choix de résidence. Donc, c'est un parcours qui par sa nature même, cause de l'angoisse, cause du stress. Il y a une partie de ça qui est plus négative, il y a une partie de ça qui est formatrice. Donc, ce n'est pas tout le stress qui est nécessairement négatif. Le but n'est pas non plus d'enlever toute forme de stress psychologique. C'est normal dans une formation d'être exposé à des défis qu'on doit surpasser et qui nous amènent à un autre niveau de compétences, entre autres au niveau humain. Chez les étudiants, c'est un problème qui est complexe. Donc, on voit entre autres dans l'article récent, la détresse, elle augmente. On dit c'est les conditions, les exigences, tout ça, c'est une partie de la réponse, mais il faut savoir aussi que ces exigences-là, il y a eu beaucoup d'efforts depuis 15 ans pour réduire les heures de travail, les examens, succès, échecs. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, puis on voit que la détresse, elle ne baisse pas, elle augmente. Donc, je porte peut-être aussi une petite nuance en termes de qu'est-ce qui est la cause vraiment. Est-ce que c'est vraiment ce qui est demandé aux étudiants ou c'est une cause qui est plus interne ou peut-être un peu sociologique? Moi, ce que je vois, c'est une certaine anxiété de performance qui a toujours été là en médecine, mais qui semble être plus... comment dire? C'est comme si ça devient de plus en plus inacceptable de ne pas être le plus performant. Donc, c'est pas qu'avant, il y a 30 ans, c'est pas qu'il n'y avait pas de compétition, mais c'est comme si la valeur qui était accordée à être le meilleur versus être dans la moyenne était... Oui, c'était bien d'être le meilleur, mais c'était pas plus grave que ça d'être dans la moyenne, alors que maintenant, j'ai l'impression que ça devient plus difficile à tolérer de ne pas être la meilleure ou de ne pas performer autant qu'on le voudrait. Est-ce que c'est le milieu éducatif, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui cause ça? C'est beaucoup de choses. Je remarquais, entre autres, quand vous m'avez contacté, que, si je ne me trompe pas, tu m'as mentionné que tu es en prémed en ce moment. Et donc, tu es dans un groupe d'intérêt en neurologie en prémed. Peut-être que je suis naïf à propos du passé, mais il me semble que moi, quand j'étais en médecine il y a 15 ans, la résidence se posait des questions là-dessus. Ça arrivait beaucoup plus tard dans le processus, comme si il y avait une certaine naïveté qui peut-être nous protégeait un peu de dire, OK, bon, on verra dans quelques années, alors que maintenant, on dirait qu'on est tout de suite dans le mode, OK, je veux faire ça. Puis, c'est bien parce que ça motive. Les étudiants ont plus d'implications extracurriculaires, bénévolat, recherche, mais ça vient avec un prix un peu d'anxiété supplémentaire, selon moi. Oui, je comprends. Et pour rebondir sur ça, est-ce que vous pensez que suffisamment de budget est alloué à la recherche et à la prévention de la maladie mentale au Québec? La réponse facile, c'est non. Il n'y a jamais... la santé mentale, c'est généralement le parent pauvre au niveau du système de santé. Donc, la psychiatrie, c'est une énorme branche en médecine. Puis, donc, oui, on a des hôpitaux du financement, mais ça a tendance à être un peu à la remorque
des autres domaines, de la chirurgie ou de la médecine interne ou de la médecine de famille. Cela dit, les autres spécialités aussi vont vous dire qu'ils ne sont pas assez financées. Ce n'est pas juste la psychiatrie, mais c'est sûr qu'il y a, il y a un accès qui est insuffisant au niveau des services, surtout psychologiques, première, deuxième ligne. Donc, toutes les interventions de psychothérapie validées, c'est difficile d'avoir accès dans le réseau public. Ça existe. Il y en a dans les CLSC, mais la quantité n'est pas suffisante. Il y a des problèmes aussi de vitesse d'accès au niveau de la consultation psychiatrique selon les régions. Si on parle de prévention, c'est sûr qu'il n'y a pas assez qui est fait dans ce domaine-là. Par contre, il y a un peu un travail qui doit être fait au niveau de la communauté scientifique où, un peu comme ce qu'on parlait au niveau des étudiants en médecine versus la charge de travail, on n'a pas toujours des très bonnes données en termes de qu'est-ce qui fonctionne pour prévenir les problèmes de santé mentale. Donc, on a des hypothèses, on dit peut-être qu'on devrait faire plus d'apprentissage, de gestion des émotions, de pleine conscience, d'aider les enfants primaires pour qu'ils apprennent une meilleure régulation émotionnelle, mettre des limites sur le nombre d'heures de travail. Donc, on essaie des choses, mais à savoir est-ce qu'on fait vraiment une différence, la science n'est pas toujours claire. Donc, je trouve que ça serait un domaine d'intérêt pour un ou une jeune chercheur. Le côté santé publique en psychiatrie, je le trouve sous-développé. Merci beaucoup, Dr. Ducharme. Cette entrevue a été très enrichissante pour moi et de nombreux étudiants seront choyés d'avoir accès à ces mots d'expérience. Et avant de conclure, y aurait-il des conseils que vous voudriez donner aux étudiants en médecine qui vous écoutent? Bien, je dirais d'être ouvert aux expériences. Donc, la médecine, c'est un parcours où on passe à travers beaucoup de domaines, beaucoup de stages, beaucoup de lieux de formation, différents hôpitaux, les adultes, les enfants, les personnes âgées. Donc, il y a un côté qui est très riche à cette expérience-là. On est vraiment exposé à la vérité, entre guillemets, sur la condition humaine. On voit tout, là. Et je trouve que la meilleure attitude à avoir, c'est de se lancer dans tous les stages, dans tous les cours avec une ouverture. Et donc, pas trop se renfermer dans « moi, je veux être neurochirurgien, neurologue ou ophtalmologue » ou peu importe, puis de passer un peu à côté du 2 mois que je vais aller faire en psychiatrie, du 2 mois que je vais aller faire en obstétrique. Il y aura 50 ans après pour faire peu importe la spécialité qui est choisie par l'étudiant. Donc, de garder ça un peu plus ouvert aux expériences durant la formation. Donc, c'est sur ces sages propos que se conclut notre podcast. Chers amateurs de neuro, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, podcast Ginoumien.